Mardi 19 septembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. Les jeunes Togolais amoureux de l'environnement ont respecté la journée mondiale du nettoyage de la planète le 16 septembre à Lomé. Ils ont rendu propre l'espace plage en face de l'hôtel Palm Beach, à découvrir dans un instant. De nouveaux corps retrouvés en Libye suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays. Plusieurs organisations s'activent pour venir en aide aux victimes. Et puis du côté de l'Algérie, l'Agence nationale de déchets sollicite l'expertise de l'Institut sud-coréen pour l'environnement et la technologie afin de valoriser les rebuts en biogaz. Le World Cleanup Day 23, entendé par la Journée mondiale du nettoyage de la planète, a été respecté au Togo. Et pour cette édition, c'est l'espace plage en face de l'hôtel Palm Beach de Lomé qui a servi de cadre pour mener cette activité de salubrité publique. Plusieurs jeunes dévoués à la cause environnementale ont répondu présent à l'appel de l'association à but non lucratif Let's Do It Foundation qui a lancé cette initiative. Iva Samana et Emeka Gache. Observé chaque troisième samedi du mois de septembre, le World Cleanup Day a eu lieu le samedi 16 septembre dernier. Au Togo, c'est l'étendue de la plage en face de l'hôtel Palm Beach qui a été retenue par l'association Let's Do It Foundation pour une action de salubrité publique. Cette dernière a consisté à ramasser des sachets plastiques et autres objets polluants sur les abords de l'océan Atlantique. World Cleanup Day, c'est une initiative qui est née depuis 2008 aussi, d'accord, avec l'organisation Let's Do It. Et c'est une action qui prône un peu l'écologie, le changement de mentalité, la façon de, le mode de consommation, une équité entre mode de consommation et mode de production. Et c'est ce qui amène l'idée qui amène maintenant les citoyens ou chaque acteur de notre société à prendre une responsabilité, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, et pour un peu épargner la planète du fléau de la pollution. Chaque troisième samedi du mois de septembre, c'est le World Cleanup Day. Aujourd'hui, nous célébrons, nous sommes en train de symboliser la journée du World Cleanup Day, journée mondiale du nettoyage. Une centaine de jeunes dévoués pour la noble cause de la protection de l'environnement, équipés de gants et de t-shirts aux couleurs de l'événement, ont passé au peigne fin 2 km d'étendue sablonneux de la plage. Je suis passionné de la protection de l'environnement et quand j'ai vu l'affiche sur les réseaux sociaux, je veux participer pour mettre au propre notre plage. La mobilisation a été très bonne puisqu'il y a assez d'effectifs et il y a plusieurs associations qui sont venues pour mettre la plage au propre. Ce matin, nous avons nettoyé la plage et bon, comme je suis un peu dans le domaine urbain et puis c'est un peu tout ce qui est environnemental, donc c'est pour ça que je suis venue. Donc tout ce qui est environnemental, tout ce qui peut rendre la société propre et qui peut donner le bien-être, moi je suis dedans, donc c'est pour ça que je suis venue. L'organisation et bien la mobilisation aussi a été bien, nous avons bien travaillé, on a fait tout ce qu'on peut faire, les sachets et tout est bien organisé. Accompagné par des partenaires locaux, l'événement est une réussite pour plusieurs participants. Aujourd'hui, j'ai trouvé la mobilisation assez intéressante. C'est vrai qu'au tout début, c'était un peu timide, mais vers la fin, il y a d'autres personnes qui se sont libérées et qui sont venues. J'ai beaucoup apprécié. Je suis venue, pas parce qu'il s'agissait d'une simple motivation, mais c'était un engagement que j'avais pris depuis toujours de contribuer à la propreté de l'environnement et à la propreté des lieux. Et j'ai toujours accompagné en tant que partenaire cette activité-là, le World Cleanup Day. C'est pour ça que j'étais là avec mon équipe et même ceux qui sont amis de notre association. L'organisation était quand même assez bonne et nous avons pu faire ce qu'on voulait. Donc pour le résultat, qu'est-ce qu'on peut dire ? On a fait ce qu'on devait faire. Ce qui nous a motivés à participer à cette activité aujourd'hui, c'est surtout le fait que nous devons tous être capables de prendre conscience de nos gestes, donc être capables de faire des gestes éco-responsables autour de nous, donc dans notre environnement. Donc nous avons ciblé la plage parce que c'est un lieu public qui concentre une large pollution. Donc c'est surtout le fait que nous voulions réellement protéger notre environnement ici au Togo
protéger notre nature et surtout notre mer. Le message que j'ai pour la population togolaise, c'est surtout le fait qu'il est important de savoir qu'il y a des écosystèmes marins qui ne peuvent pas être capables d'ingérer certains déchets. Donc il est important d'être responsable et d'être capable de jeter nos déchets et notre consommation de plastique, que ce soit aussi des déchets organiques, à la poubelle. Il faut savoir prendre sur soi et être capable de se dire qu'il y a certains êtres vivants aussi qui ne peuvent pas ingérer ces déchets et qui risquent de mourir. À la fin de l'opération de ramassage des déchets, plusieurs sacs à ordures ont été remplis. Ces ordures collectées seront revalorisées et les fonds obtenus serviront pour une haute cause noble. L'édition particulièrement, ce à quoi nous avons pensé, c'est de collecter les déchets, valoriser et à côté essayer de soutenir des enfants ou disons des élèves nécessiteux à côté. Ce n'est pas tous les élèves du Togo quand même, mais nous sommes en train, c'est sur un projet et nous sommes sur la phase pilote. Après, nous allons voir ensuite ce que ça va donner aussi. Notons que le World Cleanup Day est une initiative lancée en 2008 par l'association à but non lucratif Let's Do It Foundation. Cette journée a pour objectif la lutte contre la pollution urbaine. Fondée par l'Estonien Raina Nolvak, l'association est aujourd'hui présente dans plus de 150 pays à travers le monde et contribue à la lutte contre la pollution et les autres défis environnementaux. Restons dans le contexte de salubrité publique. Les candidates au concours ambassadrices de l'environnement Vision Planète Verte édition 2023 ont également procédé à une activité de salubrité publique à Novici, à Lomé. Comment s'est déroulée cette activité de salubrité? Viva Samana et Mika Gacha étaient sur les lieux. Voici le reportage. Les candidates en lice pour la finale du concours ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte édition 2023 ont marqué leur engagement pour la cause environnementale. Elles ont mené ainsi une activité de salubrité au quartier Novici, à Lomé, la capitale togolaise. Parties de la station d'essence MRS du dit quartier, ces jeunes filles dynamiques ont mis au propre les artères de ce quartier, passant par le siège de la représentation diplomatique de la République démocratique du Congo au Togo pour chuter devant l'Institut de formation et de recherche en développement durable, IFORD. Très enthousiastes, ces filles leaders sont porteuses de différents projets pour la protection de l'environnement. Cette activité de salubrité que nous avons fait ce matin le 16 septembre représente une opportunité de sensibiliser cette population-là à mieux arranger son environnement, leur démontrer que les sachets plastiques et les ordures sont vraiment néfastes pour notre santé. Mon projet est plutôt axé sur le reboisement, planter un nombre d'arbres pour pouvoir capter les empreintes. Si je suis élue, je compte sensibiliser la population, surtout les femmes qui sont beaucoup plus relayées hors de ces genres d'activités environnementales. Sensibiliser les femmes, sensibiliser tout le monde à connaître les notions sur l'environnement. Nous sommes la génération actuelle et nous sommes la relève de demain. Et nous sommes aussi les futurs ancêtres de la génération à venir. Et nous avons la responsabilité d'arranger les choses aujourd'hui pour que les enfants de demain soient fiers de nous et que nous soyons fiers de nous-mêmes. Les candidats étaient présents, le comité était présent et avec quelques personnes aussi du quartier qui étaient présents et qui avaient aussi pris à cœur ce que nous étions en train de faire et qui ont décidé à la fin aussi des activités de faire cela chaque fois qu'ils auront aussi l'occasion. L'arbre, c'est le moyen par lequel nous allons plus protéger l'environnement, le reboisement des plantes médicinales et des plantes en général parce que planter, c'est de purifier l'air, lutter contre la sécheresse, également l'inondation. Donc, je prévois par ce projet faire beaucoup de choses pour protéger notre environnement. Et pour cette nouvelle édition, quelques innovations ont été apportées afin de rendre l'événement plus grand. Cette année, on apporte beaucoup d'innovations et beaucoup de surprises dans l'organisation, surtout au niveau de la formation et de la prise en charge des jeunes filles, des candidates. Et beaucoup d'innovations, surtout au niveau du rendu qui sera au Palais des Congrès ce 23 septembre. Malgré certaines difficultés rencontrées les années passées, le Comité international ambassadrice de l'environnement CIAE retient un bilan positif du mandat actuel qui connaît déjà son épilogue. On ne peut danser et s'apprécier parce qu'aujourd'hui, les résultats sont là, les tests le prouvent.
Nous avons été les têtes couronnées les plus actives de Lomé parce que c'était notre mission, parce qu'il y avait un danger à éloigner en même temps. C'est notre environnement, c'est notre cadre de vie, l'amélioration de notre cadre de vie. Et celles qui ont été élues l'année passée ont fait vraiment du bon boulot. Et nous avons mené plusieurs activités. Il y a son projet de mandat qui a décollé malgré le retard. Nous avons également été très actifs en accompagnant le gouvernement toujours dans la campagne nationale de reboisement qui continue. Et c'est une occasion pour nous parce que l'objectif c'est d'impliquer tout le monde dans l'environnement et c'est sa mission. Nous avons fait plusieurs sorties, nous avons fait plusieurs communications, nous avons également mené plusieurs activités sur le terrain, que ce soit côté de reboisement, côté d'activités de salubrité publique et tout. Donc je peux me dire que aujourd'hui nous avons un bilan satisfaisant de ce côté. Elle a fait du bon boulot et j'espère seulement que celles-là aussi qui seront là pour le nouveau mandat vont essayer également de relever le défi à leur niveau parce que c'est l'engagement qui compte, c'est le résultat, c'est l'impact. Ainsi, à quelques jours de la soirée qui va consacrer une nouvelle reine de l'environnement, les partenaires sont félicités et invités à mieux soutenir l'organisation. La population est également invitée à faire massivement le déplacement pour venir soutenir les candidates et découvrir la nouvelle ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte édition 2023. Nous faisons un grand appel à toute la grande population de Lomé et de ses environs pour faire le déplacement du palais des congrès de Lomé. Pour plein de surprises, il y a des candidates qui portent plusieurs projets. L'essentiel, ce n'est pas de venir juste regarder. Il y a plusieurs projets qui peuvent faire comprendre à la population l'importance de notre environnement, l'impact négatif surtout de l'utilisation de certains objets, la mauvaise utilisation de certains objets qui sont des méfaits en fait pour l'environnement. Donc il faut venir comprendre le projet des jeunes filles. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 23 septembre au Palais des Congrès de Lomé. La Libye continue de pleurer ses victimes suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur elle ces derniers jours. Selon le directeur de l'Organisation météorologique mondiale, cette catastrophe naturelle avec son lot de victimes aurait pu être évitée si le service météorologique du pays avait fonctionné normalement. Plusieurs organisations mettent en place des initiatives afin de venir en aide aux victimes. Irène Papadino. Le représentant permanent de la Libye auprès de l'ONU, Taher El-Soumi, a qualifié les inondations dévastatrices qui ont frappé l'est de ce pays de phénomènes inédits en Libye. De son côté, Petteri Talas, directeur de l'Organisation météorologique mondiale, qui dépend de l'ONU, a estimé que la plupart des morts auraient pu être évitées si le service météorologique avait fonctionné normalement. Les autorités chargées de la gestion des situations d'urgence avaient procédé à l'évacuation des citoyens. Les années de conflit en Libye ont en effet détruit le réseau d'observation météorologique. Je ne peux donc pas vraiment confirmer les chiffres définitifs, mais il s'agit vraiment d'un niveau de magnitude élevé. Et je crains que nous n'entendions des chiffres vraiment importants. Les autorités de l'Est de la Libye ont approuvé la semaine dernière dans la ville de Benghazi un budget de près de 2 milliards de dollars pour aider les zones touchées par les inondations. Le Parlement a également annoncé la formation d'un comité chargé de suivre les mesures à prendre pour faire face aux inondations. Au niveau international, l'Union européenne a annoncé qu'elle débloquera un peu plus de 500 000 $ pour couvrir les besoins les plus urgents. L'Organisation mondiale de la santé a également promis une aide financière et médicale afin de venir en aide à la Libye. Le Gabon tente de renforcer la lutte contre le braconnage afin de préserver des espèces fauniques en péril. Cependant, cette initiative n'est pas acceptée par tous. Les habitants dénoncent cette mesure de l'État car elle porte atteinte à leurs conditions de vie. Retrouvons Irène Papadina. Un barrage routier à Lastroville, à 500 km au sud-est de Libreville, la capitale gabonaise, a été installé par des agents des eaux et forêts. Ils inspectent de fond en comble les véhicules à la recherche de gibier ou d'armes. Pour cause, la localité est l'une des plus touchées par le braconnage au Gabon. Nous avons peut-être pu constater qu'il y a une forte activité de braconnage dans ces zones et donc il fallait bien qu'on soit présent sur le terrain pour pouvoir réguler ces activités-là. Des véhicules des compagnies d'exploitation forestière souvent utilisés par des braconniers pour le transport de leur butin font aussi l'objet des fouilles. C'est nécessaire parce que
Nous avons beaucoup d'animaux dans la zone et puis nous avons des autochtones. C'est vrai que les gens essayent de vivre de ça, mais il y en a qui en font un peu plus. Je crois que c'est souvent bon. En 2002, le pays a mis en place un réseau de 13 parcs nationaux couvrant 11% de son territoire. Pour des habitants comme Hélène Bonga, agricultrice, cette initiative de l'État n'est pas la bienvenue car les pachydermes détruisent leurs plantations. Donc c'est les éléphants qui sont importants que nous. Donc nous là on va maintenant mourir. Comme ils viennent maintenant nous manger la nourriture au village, nous on n'a pas les moyens, nous on ne travaille pas. Je n'ai pas l'argent pour acheter le riz. La plantation est finie. Les populations sont souvent sensibilisées aux restrictions de la chasse. Mais la cohabitation hommes-animaux est encore loin d'être pacifique dans le pays. On peut le préserver. Mais moi, je vais à l'embrousse. Un gorille va m'affronter. J'ai mon fusil. Je vais le laisser. Un éléphant qui ravage ma plantation. Pensez-vous que j'ai ma balle dans mon canon? Je vais avoir pitié de cet éléphant? Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le nombre de cette espèce a baissé de 86% en 30 ans sur le continent. Ainsi, les pachydermes d'Afrique figurent désormais dans la catégorie danger critique d'extinction de la liste rouge des espèces menacées. Face à la pollution par les déchets ménagers à Alger, l'Agence nationale des déchets envisage de valoriser ces rebuts en biogaz. L'Algérie bénéficiera de l'expertise de l'Institut sud-coréen pour l'environnement et la technologie, avec qui le gouvernement algérien vient de signer un accord de coopération technique. Regardez. Pour répondre à l'urgence de la pollution par les déchets ménagers dans la capitale algérienne Alger, le gouvernement annonce la mise en œuvre d'un projet de valorisation de ces résidus domestiques en biogaz. L'initiative a été annoncée par l'Agence nationale des déchets ANOD à la signature d'un accord de coopération technique avec la Corée du Sud. Ainsi, l'Institut coréen pour l'environnement et la technologie KEITI réalisera une étude de faisabilité en vue de la valorisation en biogaz des déchets ménagers générés dans les centres d'enfouissement technique CET d'Amissi d'une capacité de 10 millions de tonnes. Ce centre prend en charge les déchets d'Alger, la plus grande ville d'Algérie avec une population estimée à 7,8 millions de personnes en 2022. KEITI mènera également des inspections dans les CET de Corso, dans la wilaya de Boumerdès, dont le deuxième casier pour la réception de 1000 à 1300 tonnes de déchets ménagers a été mis en service en juillet 2020 après que le premier casier soit arrivé à saturation avec 2 millions de mètres cubes de rebut depuis sa mise en service en 2014. Le dernier site qui bénéficiera de l'expertise de la Corée du Sud est la décharge réhabilitée de l'Ouedsmar, une commune de la wilaya d'Alger. Obtenu par fermentation de matière organique, le biogaz peut être utilisé pour produire de la chaleur et de l'électricité. Le digesta peut être transformé en fertilisant pour l'agriculture. Actuellement, cette énergie est produite au centre d'enfouissement technique d'El Biar, situé dans la banlieue sud de la ville de Batna. L'installation s'est d'ailleurs dotée de 3 puits de captage du biogaz d'une profondeur de 4 mètres chacun. Outre la réduction de la pollution, le but est de limiter les émissions de méthane dotées d'un pouvoir de réchauffement de 82%, plus que le dioxyde de carbone sur une période de 20 ans. L'ambition de l'Algérie est de valoriser 30% des déchets ménagers d'ici à 2035, indique l'Agence nationale de déchets. En Afrique du Sud, la Randwater achève la première phase des travaux de sa nouvelle usine d'eau potable située près de la station de potabilisation de Zuckerbosch dans la province de Gauteng. À ce stade, l'installation affiche une capacité de production de 150 000 m3 d'eau par jour. Suivant. La compagnie publique sud-africaine Randwater, qui fournit de l'eau potable à plus de 16 millions de personnes dans la province de Gauteng, dans certaines parties du Mpumalanga, dans l'État libre et dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud, augmente progressivement sa capacité de production. L'entreprise a récemment achevé sa première phase des travaux de sa nouvelle usine d'eau potable située près de la station de potabilisation de Zuckerbosch dans le Gauteng. À ce stade, l'installation fournit 150 000 m3 d'eau potable par jour, complétant ainsi l'approvisionnement des populations et des industries.
La deuxième phase des travaux de l'usine d'eau potable est déjà en cours et devrait permettre d'augmenter la capacité de production de la Roundwater qui sera portée à 1,2 million de mètres cubes d'eau potable, garantissant la sécurité hydrique des populations. Pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable des habitants dans le Gauteng, la Roundwater a également lancé en mars 2023 la construction de 12 réservoirs pour améliorer le stockage de la ressource à l'horizon 2028. Les futures installations sont estimées à une capacité de 1,53 million de mètres cubes d'eau supplémentaires par jour et seront situées dans plusieurs banlieues de Gauteng. Une équipe de scientifiques internationales va étudier comment le réchauffement climatique affecte les puits de carbone en France. Ceci à travers le programme Calypso, un projet dirigé par le laboratoire français et qui va durer 5 ans. L'objectif de cette étude est d'avoir des modèles de climat plus réalistes. Plus de compréhension avec Rafietou Dereko. Le réchauffement des eaux en diminuant la solubilité du CO2 réduit la capacité d'absorption des puits de carbone océaniques. En France, une équipe de scientifiques internationales dirigée par le laboratoire français des sciences du climat et de l'environnement va étudier pendant 5 ans comment le réchauffement climatique affecte les puits de carbone. L'étude se fera avec l'appui du programme dénommé Calypso, financé par la Fondation Schmidt Family. Le programme envisage de mesurer la façon dont le réchauffement climatique et les événements extrêmes pèsent sur la capacité des océans, des forêts et des terres à absorber le CO2. Une vingtaine de chercheurs mettront en relief l'effet des feux extrêmes, des sécheresses, du réchauffement des sols et des glaces aussi sur le fonctionnement des océans. En ce sens, les Cortiens comptent utiliser comme outil de travail des satellites et traiter 100 millions d'images tirées des océans. Ils comptent également se servir de l'intelligence artificielle, ce qui permettra de posséder des modèles de climat plus réalistes et une meilleure confiance dans la prédiction pour le futur, a souligné Philippe Sier, spécialiste du carbone. Parmi une quarantaine de modèles de climat dans le monde, la France en possède 2. Les résultats du projet Calypso serviront à compléter celui de l'Institut Pierre-Simon Laplace, un institut de recherche universitaire qui permet une animation scientifique régionale forte sur les sciences du climat. Restons dans les Hexagones, un projet de déforestation au profit des habitations fait polémique dans le pays. Des militants écologistes occupent un terrain de 20 hectares près de la ville de Marseille pour empêcher les travaux de construction de 150 villas de luxe. Les opposants du projet trouvent que cela entraînerait la destruction de cet espace qui abrite de nombreuses espèces protégées. Viva Samam. Les écologistes français disent non à un projet de construction de villas de luxe près de la ville de Marseille. Et pour démontrer leur opposition, ils se sont rendus sur le site des travaux pour arrêter les engins de construction. Les motifs avancés par ces écologistes sont principalement l'absence d'autorisation pour les travaux et la destruction de 20 hectares de forêt qui abritent de nombreuses espèces protégées. Protégés, comme par exemple la zygène cendrée, on a des oiseaux, le serin cygni, dont les populations s'effondrent de 42% sur les 20 dernières années, on a des reptiles, on a un milieu qui est très riche, on le sait, il serait temps que la préfecture se réveille pour faire appliquer la loi, tout simplement. Le projet est porté par un riche golfeur de la région qui veut étendre son espace de lotissement. La mairie de Fuveau, dans laquelle se trouve la forêt qui fait l'objet du litige, s'oppose également à ce projet. On n'a pas assez de logements sociaux, on n'a que 6%, alors que vous savez, il faut 25%. Et du coup, avec 130 logements pas sociaux du tout en plus, on va être encore plus carencé. Depuis une semaine, une vingtaine d'écologistes et de riverains sont sur le site pour mettre en arrêt les travaux. Plusieurs recours sont déjà déposés contre les porteurs du projet. Sur le terrain, les opposants disent continuer leur manifestation tant que le projet n'est pas officiellement suspendu par les autorités compétentes. La fourmi de feu redoutée pour ses piqûres douloureuses s'installe en Europe. Selon des chercheurs espagnols et italiens, la nature de cet insecte invasif fait d'elle la cause de l'extinction de 60% d'espèces animales et végétales. Plus de détails dans ce commentaire de Léonce Sago. Encore appelée fourmi électrique, la fourmi de feu est une espèce invasive qui représente un danger pour l'environnement. Une étude scientifique faite par des chercheurs espagnols et italiens en a indiqué 88 nids en Sicile.
Selon eux, ces fourmis exotiques de couleur rouge foncé pourraient se répandre à une vitesse alarmante sur l'ensemble du territoire européen, a publié la revue scientifique Current Biology. Il est à souligner que cette fourmi est appelée fourmi électrique en raison de la douleur vive et redoutable de sa piqûre. Elle peut se propager d'un pays à l'autre en voyageant dans des végétaux et dans les plantes décoratives exotiques exportées à travers le monde. Elles ont déjà colonisé l'Australie, la Chine, le Mexique et les États-Unis. Les auteurs de ces études affirment également que 50% des zones urbaines, notamment 7% en Europe, possèdent désormais les conditions climatiques qui conviennent à cette fourmi de feu. Ceci rend urgent la destruction des nids repérés à l'image de la Nouvelle-Zélande, pays modèle en la matière. Il est important de noter qu'au-delà du risque de piqûre, la plus grande crainte est que ces fourmis s'attaquent aux insectes locaux et nuisent aux populations des reptiles, d'oiseaux et de petits vertébrés. Elles provoquent également des dégâts dans les cultures et peuvent infester certains équipements, a indiqué la base de données mondiale des espèces invasives. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques rappelle la nécessité d'une mobilisation internationale urgente pour la lutte contre ces espèces invasives, étant donné qu'elles représentent 60% des extinctions de plantes et d'animaux dans le monde. Le Japon va accueillir une Coupe du Monde, mais pas comme les autres. On parle de Spogomi, une première compétition sportive du ramassage de déchets. Elle se tiendra du 20 au 23 novembre prochain à Tokyo. Plusieurs pays seront représentés. Rafietou Mbireko. Les Japonais organisent une Coupe du Monde. Ce n'est pas pour jouer au ballon, mais c'est pour compétir dans le ramassage des déchets. En préparation depuis des mois, cette compétition va enfin se dérouler à Tokyo, la capitale japonaise. Le nom Spogomi donné à cette compétition est une association du mot sport et du mot gomi qui signifie en japonais déchets et poubelles. Plus de 20 pays sont représentés dans cette compétition, dont la France, la Thaïlande, l'Amérique et la Malaisie. Le Spogomi est un sport d'équipe à 3 ou 5 joueurs. Il s'agit des équipes mixtes composées de jeunes, d'adolescents, d'adultes et même des personnes âgées. Sous l'œil vigilant des jurys, chaque équipe montre ses capacités dans la collecte et le tri des déchets dans des endroits indiqués. Pendant 60 minutes, les joueurs s'activent et ramassent les déchets sans courir. À la fin du temps réglementaire, les équipes sont évaluées selon la quantité des déchets collectés et la quantité des tris effectués. Les compétitions Spogomi ont été lancées officiellement en 2008. Pour la première fois, elles vont prendre la forme d'une Coupe du Monde qui se tiendra en novembre 2023 au Japon. La Terre se sature avec les seuils de 6 sur 9 limites planétaires qui ont été franchis. Ce phénomène a pour cause la pollution et l'exploitation des ressources naturelles orchestrées par l'humanité. Léon Sagbo. La Terre arrive à saturation. 6 des 9 limites planétaires viennent d'être franchies d'après le Stockholm Resilience Center ce 13 septembre. Il est à retenir que les 9 limites sont des seuils à ne pas dépasser afin que les écosystèmes restent une zone sûre de fonctionnement. 2 autres identificateurs des limites s'approchent de leur seuil, en l'occurrence l'acidification des océans, la concentration des particules fines polluantes dans l'atmosphère, a ajouté le Centre suédois dans son rapport. Sachant que la pollution et l'exploitation des ressources naturelles par l'humanité ont déjà entraîné le franchissement de certaines limites, à savoir le changement climatique, la déforestation, la perte de la biodiversité, les produits chimiques systémiques, la raréfaction de l'eau douce et l'équilibre du cycle de l'azote. Ceci est 2 fois plus que la précédente évaluation du Stockholm Resilience Center en 2019. Il convient de rappeler que la notion de limite planétaire est devenue une référence qui est mentionnée dans le rapport du GIEC, une organisation scientifique qui a pour mission d'examiner et d'évaluer les données scientifiques, techniques et socio-économiques les plus récentes. Les dernières études précisent toutefois que pour ces 9 limites, la situation peut revenir en deçà des seuils d'alerte si nous limitons la quantité de déchets rejetés et les extractions de ressources naturelles.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Green TV International.